En l'honneur du 84e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Lecture de l'appel du 18 juin par Nadine Bellégo. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants par Madame le maire de Lillebonne, Christine Deschamps. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Londres, le 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu d'une France combattante depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il a 49 ans et il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore. Mais c'est lorsqu'il est seul et démuni de tout que se révèle l'essentiel sur lequel tout l'avenir sera bâti. Une foi invincible dans le destin de la France,
une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés et dans les Français qui, ils le savaient, au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18 h, au siège de la BBC. Au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix s'élève. Une autorité forgée dans l'Apocalypse. Un Français parle aux Français. Un discours ciselé. 400 mots à peine, quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'un relèvement et d'exorciser la compromission. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, un simple non. 3 lettres d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamant. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle. Une étincelle qui a allumé un feu que certains pensaient de paille et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré devenant brasier lorsque tour à tour des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ces braises. Il a réveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté et qui se sont soulevées après lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée. Combattants des forces françaises libres, résistant de l'intérieur de toutes les couleurs politiques, coalisés face au danger. Anonymes qui cachaient un juif ou un homme traqué, étudiants qui traçaient une croix de Lorraine sur les murs de la ville, téméraires qui déposaient une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie de plus en plus féroce ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient envahie. Ils étaient des éclaireurs de la liberté qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940 et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance, puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi ses plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure où la BBC n'a jamais été si française. Londres, où des « Vive la France » matinées d'accent anglais accompagnaient les déambulations du général. Londres, à la fois hôte et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Birkenheim et dans les sables de Koufra, à Yonax et dans les maquis, autour du commandant Kiefer et dans les montagnes de Monte Cassino, à bord du Surcouf ou du cuirassé Richelieu, dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des débarquements et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui
envers ses compagnons et toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister, ni de demeurer, sans liberté. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Comment? Je vous propose de respecter la minute de silence en hommage aux combattants qui ont rallié la France libre et aux résistants de l'intérieur qui ont lutté pour libérer le pays. Je vous propose d'écouter la Marseillaise chantée par Cécilia Prokic. Tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Remerciement pour drapeau. Allez-y. Ici au Clos du Manoir, en haut de la côte, je voulais vous dire quelques mots. Tout d'abord, me joindre à Hélène pour le remerciement.
de tous ceux qui sont présents aujourd'hui, sapeurs-pompiers, gendarmerie, police nationale, police municipale, les associations d'anciens combattants, dont je remercie chaleureusement la présence, le conseil municipal enfants, les sages, et puis tous les élus présents, madame la sénatrice Canaillé, monsieur le conseiller départemental Bastien-Corriton, Alice Friès, le maire enfant, bien évidemment vous les élus présents, et peut-être réapplaudir encore une fois Cécilia Roquic pour sa prestation qui changeait un peu et qui était très touchante. Merci Cécilia. Merci au service pour l'organisation, et je voudrais dire un dernier mot sur le général de Gaulle, sur les valeurs du gaullisme. Je ne dis pas ça parce qu'il y a Claude qui est là, le grand fan du général de Gaulle, celui qui l'a accueilli à Notre-Dame de Gravenchon, le seul qui l'a accueilli quand il est venu dans notre commune. Et j'ai retrouvé ces textes-là et je trouve qu'aujourd'hui ils résonnent et c'est l'occasion de le dire. Donc je ne ferai pas de petits mots là-haut, c'est pour assurer tout le monde. Ça ne va pas durer jusqu'à pas d'heure, mais je trouve que c'est important. Et je vais laisser surtout les autres élus aller à leur propre cérémonie. Tout dans l'âme de la France est imprégné des valeurs du gaullisme. Ces valeurs épousent notre caractère national si particulier. Politique d'indépendance nationale, conciliation entre ordre et progrès, souci d'une juste reconnaissance des travailleurs, concorde autour d'un exécutif fort et stable. Enfin, rassemblement des forces républicaines dans un esprit de dépassement des clivages partisans. Notre belle histoire de France montre que c'est lorsque ces valeurs gaullistes ont été promues que notre pays a connu ses plus belles heures. Nous sommes majoritairement résolument attachés aux institutions de la Ve République, telles que définies par le général de Gaulle et Michel Debré. Elles ont montré à la fois leur adaptabilité, leur robustesse face aux périls multiples de ces dernières décennies. Toutefois, elles sont menacées par le risque d'une victoire de l'extrême droite aux élections. Tout dans l'histoire du gaullisme s'oppose aux extrêmes de tous bords. Être attaché aux valeurs du gaullisme, c'est refuser le nationalisme rabougri, le rejet de l'autre, le mépris du droit à la différence. Le général de Gaulle a plus d'une fois montré que la réussite nationale passait par la concorde et le rassemblement. Alors que la guerre est présente aux frontières de l'Europe, ce qu'il s'agit de défendre, c'est le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est l'idée d'André Malraux, selon laquelle la grandeur de la France vient du fait qu'elle tente de l'être au nom de toutes les autres nations dont elle prend la défense dans l'adversité. Surtout, les valeurs du gaullisme imposent une vision réaliste de l'économie. Le projet du général de Gaulle a toujours été fondé sur une vision progressiste de la société, une association du capital et du travail dans laquelle chacun est reconnu à sa juste place. En ces temps tourmentés, n'oublions jamais le général de Gaulle et son héritage. Merci à tous.